monde, soyez les bienvenus pour un nouveau The Débrief. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode, le 3e de cette saison. Nous allons débriefer ce soir le Grand Prix du Japon de Formule 1 qui a eu lieu dimanche. Je vous rappelle que nous sommes dans une série de 3 Grands Prix. C'est le premier triple header de la saison avec donc le Japon cette semaine. La semaine prochaine, nous serons à Bahreïn pour le Grand Prix de Bahreïn, 4e manche de la saison. Et puis la semaine d'après, Jeddah en Arabie Saoudite. Donc 3 Grands Prix en 3 semaines, ce qui fera qu'on aura déjà fait quasiment un quart de la saison en 6 semaines. C'est quand même assez dingue. Vous le savez, je ne fais pas ces débriefs seul. Pour m'accompagner aujourd'hui et comme d'habitude, nous accueillons Linkin. Salut Linkin. Salut Valentin, salut Valkyria, salut à tous, c'est ici que ça se passe. Et on accueille aussi Valky. Salut Valky. Bonsoir à tous. Tous les deux ont regardé le Grand Prix, en tout cas le week-end de Grand Prix avec assiduité, j'en suis certain, et ils vont nous en parler. Évidemment, ce soir, on va revenir sur le swap entre Lawson et Tsunoda. Était-ce vraiment une bonne idée? On reviendra évidemment sur l'accident de Jack Doohan en FP2. Est-ce que ça signifie une potentielle fin de Jack Doohan en Formule 1? Est-ce que ça ne va pas précipiter sa chute? On en parlera. On parlera évidemment de tout ce qui s'est passé pendant la course, ou en tout cas de ce qui ne s'est pas passé pendant la course, notamment la non-course des McLaren face à Verstappen. Et on se demandera finalement, est-ce que Verstappen va pas encore une fois souffler tout le monde et coiffer tout le monde au poteau et gagner un 5e titre avec pourtant une voiture qui n'est pas la meilleure du plateau. On parlera aussi de Isaac Hadjar et de sa première rentrée dans les points, ainsi que de la performance d'Andrea Kimi Antonelli, qui est désormais le détenteur du record sur un tour de course au Grand Prix du Japon. Et en fin de débrief, on se demandera finalement si Suzuka, par le peu d'action de cette année, est devenu un Monaco bis. Tout ça et bien plus encore dans The Pit Lane, votre émission de débrief. Évidemment, vous pouvez nous poser toutes vos questions dans le chat. Vous êtes les bienvenus sur Twitch. Manifestez-vous, dites-nous bonjour et commentez ce que vous entendez. Vous nous retrouvez également sur YouTube en replay et puis sur nos réseaux sociaux, sur Twitter et sur Instagram. En tout cas, sur X, ex-Twitter et sur Instagram. D'abord, messieurs, c'est la traditionnelle question avant de démarrer ce débrief. Est-ce que vous, personnellement, vous aimez Suzuka? Je dis bien, je parle pas en termes de spectacle, je parle en termes de tracé. Est-ce que c'est un tracé que vous aimez ou est-ce qu'au contraire, c'est un tracé que vous détestez quand vous le voyez? Je commence par Valkyria, puisque tu es le plus jeune de la bande, et Linkin, je te donnerai la parole ensuite, puisque tu es le plus âgé de la bande. Valky. C'est un tracé que j'ai toujours apprécié. Et bon, après, de par le côté historique, le côté entre guillemets unique du calendrier, comme quoi c'est un circuit en 8. Ouais. Alors, il y a toujours, je parle ce qui a toujours démarqué. Ouais, je parle simplement de tracé, moi. Oui, en termes de tracé, c'est un circuit déjà unique qui est dans le calendrier et il se démarque plus facilement. De plus, il y a tous ces virages iconiques. Le premier, les S, le centre-terre, le virage avant le pont, Spoon, voilà. C'est un circuit historique et qui a vu de nombreuses finales de championnat se décider. C'est vrai, c'est vrai. On n'a pas forcément le temps de faire l'histoire de Suzuka, mais si on avait eu le temps, on l'aurait faite. Linkin, à toi. Ouais. Moi, c'est un circuit que franchement j'aime bien parce que là, c'est là que vraiment les pilotes se révèlent dans le sens où c'est un circuit où il ne faut absolument pas se relâcher.
quand tu vois le nombre de virages et de la façon en plus, ou si la voiture elle est pas bien équilibrée ou quoi que ce soit, c'est compliqué déjà de faire un chrono, mais alors en plus, c'est toujours un coup sûr de se sortir. Donc franchement, Suzuka, c'est vraiment, il faut, comme on dit, il faut avoir un gros cœur pour s'accrocher pour cette piste en tout cas. Ça, c'est vrai. Vous avez tout à fait raison. C'est vrai que la particularité de Suzuka, on le rappelle, c'est que c'est un Grand Prix en 8, premièrement. Suzuka, c'est un circuit qui est présent au calendrier depuis finalement 1987, parce que les 2 premières éditions du Grand Prix du Japon se déroulaient au circuit du mont Fuji en 76 et en 77. Suzuka n'est arrivé qu'en 1987. Et vous savez qu'il y a eu deux autres éditions dans les années 2000 à Fuji, en 2007, le 30 septembre et le 12 octobre 2008, évidemment. On rappelle qu'on a changé la date du Grand Prix de Suzuka. Avant, c'était plutôt en fin septembre, début octobre. Mais comme c'était dans la saison des typhons et la saison humide et que souvent le Grand Prix était interrompu par la pluie, eh bien, on a décidé de le remettre plutôt au début de printemps. En avril, plus précisément, au moment où... Ah bah, il y a quelque chose justement d'étonnant, ou alors il y a quelque chose même qui m'interpelle dans ton explication, mon cher Valentin. Oui. Je vais t'expliquer une chose. C'est parce que il y a peu de temps, je sais que je vais encore rabâcher le nom de ce personnage, mais c'est notre cher Philippe Bianchi, hein, le père du regretté Jules, qui quand il avait appris que le Grand Prix avait été déplacé, en tout cas au calendrier, plus en avril que par rapport à octobre, a trouvé, peut-être un petit peu peut-être en son sens, un drôle de raisonnement dans le sens où il s'est quand même posé la question, mais pourquoi ne pas l'avoir fait justement plus tôt? Tu vois? Au cours des années en tout. Peut-être parce que traditionnellement, le Japon était la manche qui concluait le championnat à l'époque. C'est pour ça qu'il a toujours gardé... peut-être qu'au niveau du contrat, on pouvait pas... Ça faisait une des clauses inamovibles, peut-être, du contrat. En fait, il faut savoir que ça fait depuis 2005 que Suzuka ne conclut plus la saison, puisque en 2005, le Grand Prix qui avait conclu la saison, c'était le Grand Prix de Chine, en 2005, puisque le Brésil avait été déplacé avant le Japon et la Chine. En fait, je dirais même, c'est même depuis 2004 que le Japon ne conclut plus le Grand Prix, puisque le Brésil, depuis 2004, est arrivé en fin de saison. Ah, voilà. Mais finalement... Et puis, on oublie peut-être... certes, on sort du côté Grand Prix du Japon, mais le Japon, on a aussi roulé à Aïda. Oui, alors ça, c'était dans le cadre du Grand Prix du Pacifique. Voilà, mais c'était pas un Grand Prix du Japon. Je parle bien d'un Grand Prix... voilà. Je parle pas d'un Mais ça reste un circuit japonais. Un Grand Prix japonais, entre guillemets. Oui, mais Grand Prix du Pacifique, pas du Japon. Et en plus, il a eu lieu... Appelé Pacifique, mais on était quand même au Japon. Et en plus, le peu que j'en ai vu, Aïda, c'était quand même un circuit tout aussi bien que Fuji et Suzuka. Oui, sauf que malheureusement, il a été abandonné... On est un peu hors sujet, je suis conscient. Non, c'est surtout qu'il a été abandonné après 1995. D'ailleurs, est-ce que vous savez quel est le pilote qui a remporté ces 2 éditions à Aïda? Allez, petit quiz. Schumacher en 94, puisque c'est... et d'ailleurs, je crois qu'en 95, et en 95, je crois que c'était lui aussi. Eh oui, les deux. 2 fois Michael Schumacher. Et pourtant, il y avait... En même temps, Benetton était intouchable ces deux années-là. Et pourtant, il y avait eu 2 pôles positions différentes. Senna en 1994 et David Coulthard, l'Écossais, en 1995. Voilà, petite digression sur Aïda. Senna qui n'avait pas eu de chance à ce moment-là et qui était qui aurait pu une de ses dernières chances de briller. Exactement.
Exactement. Mais après, du coup, on en revient là où on en était parce que dévier sur le sujet, mais c'est là que tu te dis quand même. C'est là que tu dis quand même certaines fois, est-ce que certaines fois les raisons sur les conditions climatiques certaines fois ne valent peut-être pas un peu mieux que par rapport à des clauses, on va dire, administratives ou de comités d'organisation, dans le Après, il y a sens peut-être une où raison de sponsor aussi qui paye. il y a une possibilité, mais je me dis à ce moment-là, pourquoi ne pas l'avoir, c'est sûr, peut-être déplacé plus tôt, parce que comme ça, si ça se trouve, admettons, mais après tu dis toujours, Valentin, qu'avec des on ferait le monde. On aurait eu par exemple le Japon en avril, par exemple en 2014, Julien King n'aurait peut-être probablement pas eu justement son accident mortel. Mais ça, c'est avec Desi qu'on refait le monde. Bah ouais, mais c'est ça le truc, c'est que après, enfin, je, 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 je Je sais pas. comprends ta logique, mais La, c'est la, un petit peu la, morbide de penser ça quand même. non, je dirais pas que c'est morbide, c'est une réalité. C'est une réalité ce que dit Linkin et tu as raison. Je t'aurais répondu avec des si, bah voilà, on ferait la course automobile évidemment. Si le Grand Prix avait eu lieu en avril plutôt qu'en octobre, peut-être que Bianchi serait pas mort. Mais en même temps, on peut se dire aussi que s'il y avait pas eu ce putain de tracteur sur la piste, Jules serait pas mort. Aussi. Aussi. Après, on n'aurait peut-être pas eu le halo et tous ces systèmes de sécurité aussi. Voilà, vous voyez, c'est comme ça. D'ailleurs, ça nous permet de Bah dire oui. ça nous permet de dire qu'évidemment, comme on parle du Grand Prix du Japon, Donc, évidemment, et comme à tous les Grands Prix. tu peux réellement créer un monde alternatif avec des fins totalement différents. Bon, ça vous dérange pas, Monsieur Valky, je suis en train de parler, hein, mais si ça vous emmerde ce que je dis, voilà. Mais non, patron, vous êtes le patron. Donc je disais évidemment, on est au Grand Prix du Japon et on a évidemment une pensée pour Jules Bianchi, évidemment, qui il y a 11 ans sur ce circuit subissait un grave accident dont il est mort 9 mois plus tard. Et d'ailleurs, l'association Jules Bianchi a mis en vente des t-shirts collector. Hein Ouais, j'en ai tenté justement d'en commander un, mais je sais pas, j'ai toujours pas de traçabilité, il va falloir que je les appelle d'ailleurs. Voilà, mais sachez qu'ils ont, c'était des t-shirts collector avec très peu d'exemplaires. Voilà, et tous les fonds de cette vente de t-shirts, évidemment, reviendront à l'association Jules Bianchi, évidemment. Voilà. Bon, alors une fois qu'on a dit ça, parlons du week-end de course. Nous sommes donc au 3e Grand Prix de la saison. Les McLaren sont en tête du championnat et des pilotes avec Norris et des constructeurs. Très en avance d'ailleurs, c'est les constructeurs. Mais ce week-end était surtout marqué par l'arrivée de Yuki Tsunoda chez Red Bull, puisque on vous en avait déjà parlé la semaine dernière, mais Liam Lawson a été rétrogradé chez Racing Bulls, tandis que Tsunoda est monté chez Red Bull. Alors, on va pas forcément vous redonner notre avis sur ce transfert, on l'a déjà fait, même si on peut le refaire. Ça démontre, pardon, il faut que j'aille prendre de l'eau moi après. Ça démontre que finalement Red Bull ne sait pas vraiment quoi faire avec sa deuxième voiture, et puis ça démontre aussi que il y a quand même des fissures dans cette équipe, puisque Max Verstappen lui-même a liké un commentaire de Guido van der Garde, ancien pilote Caterham de Formule 1, qui disait que ça n'était pas tout à fait juste ce qui s'était passé. Et même Jean Alesi, consultant Canal+, l'a dit au micro de Canal ce week-end qu'il ne comprenait pas la stratégie de Red Bull d'avoir changé de pilote au bout simplement de 2 Grands Prix. Soit t'assumes d'avoir mis Lawson, ou soit il fallait mettre directement Tsunoda.
Oui, je comprends ce que tu veux dire en fait. Par le choix de Red Bull qui est contestable, c'est un petit peu comme si On rétro-pédalait par rapport c'est ça, comme si on avait honte du choix premier qu'on a fait, d'avoir mis Lawson. Et toi, Donc en Linkin? gros, c'est comme si qu'indirectement, Red Bull insultait Lawson. Oui. Après, on sait très bien que l'équipe est divisée en deux entre ceux qui sont des pro Horner et ceux qui sont des pro Marco, quoi. Hein. On le sait très bien. Linkin. De toute façon, alors, il y a une chose que je vais répondre tout de suite à Valkyria, c'est que tu sais, malheureusement, on aura beau avoir Mitsunoda et puis on en a vu on en a vu le résultat aujourd'hui, en tout cas pas aujourd'hui, en tout cas dimanche. Même Yuki Tsunoda n'est pas à l'aise avec la voiture. Donc de toute façon aujourd'hui, tu auras beau mettre n'importe qui dans la Red Bull, que ce soit Lawson, que ce soit Tsunoda, que ce soit Isaac Hadjar, que ce soit ou d'autres pilotes de leur filière, c'est mort. C'est complètement mort. Jamais aucun pilote d'accord avec toi. Je comprends ta vision. C'est une équipe Verstappen-centrée et seul Verstappen, à moins qu'on le clone, mais seul Verstappen peut comprendre ses réglages. Non, c'est même. Pardon les amis, excusez-moi, je vais réagir sur ce que dit Linkin, de ce que dit Valky, pardon. Excuse-moi Linkin, et après tu pourras récupérer la parole. Excuse-moi. C'est même pire que ça. Aujourd'hui, il n'y a que Max Verstappen qui peut piloter la Red Bull. Pas parce que excusez-moi, elle est faite pour lui. Et même quand la Red Bull n'est pas au top, il arrive par son style de pilotage à masquer les défauts de la Red Bull. Souvenez-vous que Perez avait repéré un problème en 2023 et c'est qu'en 2024 que Red Bull s'est rendu compte qu'effectivement il y avait un problème. Quand Max commençait à les subir, alors que pourtant c'est un Max Verstappen et que c'est un entre guillemets surdoué et qui c'est lui qui comprend sa voiture. Quand le pilote star en vient à subir les défauts, mais moi, pardon, alors qui était masqué, c'est qu'il y a un réel problème chez Red Bull. Linkin, pardon, je t'ai coupé tout à l'heure, tu voulais rajouter quelque chose, vas-y. Spécialement, mais ce que je veux dire, c'est que malheureusement, bon bah là, je vais suivre votre raisonnement, les gars. Hein. Mais seul Max Verstappen aujourd'hui a la voiture taillée à sa mesure. Et puis même, je vais être un peu cruel, mais Red Bull fait un peu comme ce qu'on avait eu à une époque avec Ferrari en 2010, c'est-à-dire qu'en gros, on a qu'un pilote qui est existant et les autres, ils savent en gros en gros, je vais pardonner l'expression, mais ils voyagent dans la bagnole. Ils font que de ça. C'est un peu. Excuse-moi, Linkin, mais en réalité, les deuxièmes pilotes sont les faire-valoir de Max Verstappen. Ouais, et encore, je vais même te dire, même Max Verstappen n'a pas cautionné le fait que Lawson se fasse sauter. Il n'a pas cautionné ça. Et même le père Yoss, hein, il l'a dit. Hein. Ils l'ont dit, hein, le père et fils. Hein, Max et Yoss, ils ont dit, non mais c'est quoi? Ils ont même osé confronter le Helmut Marko pour lui faire comprendre un peu que c'est pas du tout la bonne chose. Malheureusement, lui, il s'en branle. En plus, et c'est même pire que ça, avoir aussi rapidement remplacé Lawson, ça nuit à l'écurie et à l'image de l'équipe. Eh bah écoute, hein, tu sais, je rappelle j'ai envie. Oui, pardon, Linky, excuse-moi. De toute façon, je vais peut-être dire quelque chose qui va peut-être vous paraître cruel. Hein. Honnêtement, généralement, je souhaite jamais ça avec qui que ce soit. Hein. Mais j'ai envie de dire, il n'y a que quand Moumout sera entre quatre planches et puis une croix au-dessus que là, peut-être que Red Bull va se décider à changer sa mentalité. Non, c'est tout. Peut-être pas lui, c'est la mort, mais au moins qu'il soit viré, à minima.
Mais jamais il se fera virer. Il est tellement protégé par les instances Red Bull que ils sont tous de mèche. Je suis désolé de te dire, c'est comme en politique. Hein. Tous ceux qui prennent des mesures débiles, ils sont tous protégés par des. Ah, papa, là, Ils ça sont tous dérive. cul et chemise et machin. C'est tout. Non, mais je fais un parallèle. C'est tout. T'inquiète pas, Valentin. Là, ça dérive. Après, il faudra un bon coup d'état au sein de Red Bull et puis voilà, basta. Non, mais moi, je vais vous dire ce qui va se passer. En fait, on va faire le parallèle entre Red Bull en F1 et ce qui s'est passé pour la marque Honda en MotoGP. Honda a dominé jusqu'en 2019 avec Marquez, jusqu'à ce que Marc Marquez se blesse et qu'on se rende compte que finalement, on avait construit la moto uniquement sur le style de pilotage de Marquez. Il n'y avait que Marc Marquez qui pouvait piloter la Honda. Et c'est à partir de là qu'a commencé le marasme pour la marque japonaise Honda. Et même quand Marquez est revenu, ben, il a fait que chuter. Eh ben non, mais c'est même pire que ça. C'est ce qui va se passer parce que le jour où Verstappen, il décide de se casser et qui dit moi j'en ai marre et qui se casse, Red Bull se casse la gueule. Pardon de l'expression, mais c'est vrai. Red Bull se casse la gueule. Red Bull se casse la gueule. Finir comme Benetton. Verstappen se barre, Whiteley s'est barré, Newey s'est barré, le responsable stratège de chez Red Bull, pareil, il s'est barré. Tout le monde se barre. C'est un peu la fuite des cerveaux. Tout le monde se barre. Je donne pas cher de la peau de l'écurie, il faut que Verstappen se barre. Mais honnêtement, là, toutes les grosses têtes sont en train de s'entretuer. Toutes les grosses têtes sont en train de s'entretuer. De s'entretuer ou de se barrer. Et mon parallèle avec Benetton n'est pas si innocent. Parce que quand Benetton dominait en 94-95, tout allait bien chez Benetton. Sauf que quand Brown, Schumacher, ils ont commencé à aller chez Fefe, et ben tout le monde a plus ou moins suivi. Bref, en tout cas, j'ai hâte de voir ce qui va arriver dans le futur pour Red Bull. Je suis pas Madame Irma, mais je veux pas vous dire ça pue, ça part. Bon, voilà en tout cas ce que vous pouvez dire sur Lawson, Tsunoda et sur la situation de Red Bull. On aura l'occasion d'en reparler. Donc, et en plus, pour finir, ça fait la troisième passage de Lawson chez l'écurie, chez la petite écurie. Parce qu'il y a eu son arrivée en remplacement de Ricciardo. Il y a eu son retour après que Ricciardo a été viré. Et il y a eu son retour après le swap. Pardon. Vous savez, j'étais en train de compter. C'est quand même un désastre. Depuis 2019, quand Verstappen, il revient, il part, il revient, il part. Il n'y a aucune stabilité. Attendez, depuis 2019, Verstappen en coéquipier, il a eu, on va les compter. Il y a eu Gasly, il y a eu Albon, il y a eu Perez, il y a eu Lawson, et il y a eu Tsunoda. Non, moi je parle pas de Ricciardo, je parle depuis 2019, depuis que Ricciardo s'est barré de l'écurie. Ah oui, bah oui. Oui, 4 coéquipiers. Verstappen, il a fait face à 5 coéquipiers différents depuis son départ. 5 coéquipiers différents. Il les a tous pratiquement enterrés sous terre. On peut pas encore dire pour Tsunoda, mais 4 des 5 ont déjà été enterrés. Mais c'est ça. Mais c'est exactement ça en réalité. C'est exactement ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Après, c'est Red Bull, et c'est qui est moyen et qui peut assurer à ses juniors d'accéder en F1. C'est très bien. Mais dans quelles conditions? Avec quel traitement humain? Bref. C'est de la voie de garage, hein. C'est de la voie de garage et c'est tout ce que c'est.
Après, de toute façon, comme tu l'as dit, Valentin, hein, le jour où Red Bull va se casser la figure, on a eu ce qu'on mérite quelque part. Ils ont eu, en tout cas, parce qu'ils méritent. Et, et peut-être que d'ici 5 ans, Verstappen se barre en 2026-2027, imaginons. Et ben, d'ici 5 ans, minimum, Red Bull pourrait être racheté. Peut-être. Ouais, mais par qui? Ouais, mais par qui? Tu as une idée? Parce que généralement, un rachat, ça se fait pas en une année, hein. Oui, mais ils ont. Oui, mais certes, ça c'est pas en une année, mais Red Bull se débarrasse de l'écurie F1. Si elle est moins performante et qu'elle finit en milieu de grille ou fond de grille. Faut voir les gars de toute manière. Bon, on a fini. Salut Atlantis qui nous dit chez Verstappen F1 Team, ça promet de la bonne. Voilà. Il veut pas dire le mot, mais on a compris. On va parler maintenant du Grand Prix du Japon qui s'est donc déroulé ce week-end, en commençant par les séances d'essai, puisqu'on n'a pas de tour à vous montrer, on n'a pas de point technique ce soir. On commence donc par la première séance d'essai, avec des McLaren qui se sont montrés au top. Alors, on rappellera un petit peu que ce Grand Prix du Japon, il y a eu un resurfaçage de la piste, notamment dans tout le premier secteur, enfin en tout cas du dernier virage jusqu'à la fin des S. Donc, Alors, oui. Il y a un bruit qui a tourné là pendant un moment par rapport justement au sujet du resurfaçage qu'il y a eu. Ah, alors attends. Apparemment. Vas-y. Alors justement, on se demandait, en tout cas beaucoup se sont posé la question, si le resurfaçage n'avait pas un peu trop tué les gommes, voire même tué le spectacle. Alors de là à dire que ça a tué le spectacle, je suis un peu mort de rire. Alors, mais en revanche, absolument pas. Tu veux que je te dise quoi? Mais justement, je finis, Valentin. Excuse-moi, je finis vite fait. Mais en revanche, est-ce que ça a abîmé peut-être plus les pneus? Ça, c'est beaucoup plus plausible. Je te laisse te donner. Pas du tout, parce que justement, il paraît que les pneus durs, ils pouvaient faire toute la course. À ce point? C'est ce qu'ont dit les pilotes à l'arrivée. Par exemple, Hadjar et Antonelli, c'est ce qu'ils ont dit à l'arrivée, que les pneus durs pouvaient faire toute la course. Donc ça veut dire que ça voudrait donc dire que Pirelli n'a pas amené la bonne gamme de pneumatiques. Ils ont amené des pneus trop durs, en réalité. Je vous rappelle que je vous rappelle que Pirelli avait amené les 3 pneus les plus durs de sa gamme, le C1 pour le pneu dur, le C2 pour le pneu médium et le C3 pour le pneu tendre. D'accord? Donc ils auraient dû amener C3, C4, C5? Non, moi je pense qu'ils auraient dû amener la gamme intermédiaire, c'est-à-dire C2. Donc ce qui était le médium aurait dû être le dur, ce qui était le soft aurait dû être le médium et le soft un cran plus tendre. Tu vois? Oui. Ah oui, la gamme du milieu, ouais, ok. Ouais, je pense qu'ils se sont trompés là de gamme. Donc à changer pour l'année prochaine. Sachant qu'il faut savoir que Pirelli est au courant bien en avance des resurfaçages de circuits, etc., etc. Ils ont peut-être mal calibré leur simulateur. C'est ça aussi. Peut-être que c'est ça qui aurait pu rendre une course plus intéressante. Ou de la pluie, qui n'est jamais, enfin, qui est venue le dimanche, mais trop tôt. Voilà. Donc du coup, je disais, on commence par les essais libres. Donc en première séance, c'est Norris qui a fait le meilleur temps. Première séance qui a été interrompue une seule fois, drapeau rouge. Rouge. Je crois que c'était Birman qui a eu un problème technique, me semble-t-il, parce que c'est celui qui a fait le moins de tours dans cette première séance d'essai, de loin. Et on vous signale que Ryo Hirakawa, qui était le pilote test de chez Alpine et qui maintenant est le pilote de réserve de chez As, a pris la place de Jack Doohan dans la première séance d'essai libre. Voilà.
et que Piastri était donc 15e et que Yuki n'était qu'à 1/10 de son coéquipier. Ça n'a pas duré tout le week-end, loin de là. Deuxième séance d'essai. Alors là, il faut en parler parce que cette séance-là, c'était un running gag en réalité. Les pilotes, sur 60 minutes, ils ont roulé en tout et pour tout 15 minutes sous drapeau vert. Tout le reste, c'était de l'interruption. La faute, Déjà, on a eu des feux de Attends. piste, feux d'herbe. Alors, attends, il faut déjà se dire que c'est la faute d'abord à ça. Regardez, on va faire une annonce Le Bon Coin. Vent Alpine abîmé, roue à changer, capot moteur, side pods, moteur certainement HS et boîte de vitesse à venir chercher sur place. Voilà. Ça c'est Jack Doohan, donc il s'est craché au tout début de la deuxième séance d'essai libre dans son premier tour lancé. Et vous voyez qu'il avait les pneus durs. Alors pas de problème de chauffe de pneus, un simple problème de fermeture de DRS. En réalité, vous savez que le premier virage au Japon, on freine pas forcément quand on rentre dans le premier virage au Japon. Et pour fermer le DRS, il y a 3 conditions. Soit une décélération de la voiture, c'est-à-dire on retire le pied de l'accélérateur, c'est une décélération. Soit en actionnant la pédale de frein, soit en fait, pardon, je dis même décélération, non, il y a ces 3 cas. C'est soit tu freines et ça ferme le DRS, soit tu tournes légèrement le volant comme pour tourner la voiture et normalement braquer un peu le volant, c'est censé le fermer, ou alors tu peux le fermer manuellement. Et là, techniquement, il aurait fallu le fermer manuellement et Jack Doohan l'a pas fermé. Tout en sachant, je vous le précise, messieurs, que Jack Doohan avait testé le fait de ne pas fermer le DRS pour passer le premier virage au simulateur. Et il semblerait qu'il ait voulu reproduire sur la piste. Ah. Alors, après, je dis ça en mode voitif, mais si on y avait laissé la FP1, peut-être qu'il n'aurait pas eu cet accident-là. moi, je pense que c'est trop simpliste de le résumer à ça. Parce qu'un pilote doit être préparé à louper des FP. Il pouvait pas ne pas savoir qu'il allait louper des FP, en réalité. Donc, moi, je pense que c'est un non-argument. Linkin? Ah, j'ai envie de dire que après, je pense qu'il va falloir revoir quand même les modes de refermeture, à mon sens. Il va falloir quand même revoir ça, ou en tout cas la fermeture manuelle. Je pense qu'il va falloir qu'on laisse tomber ce système, dans le sens où si la fermeture manuelle déconne, il faut impérativement dire qu'il appuie direct sur les freins ou qu'il relâche un peu, parce que le véritable problème, c'est que la preuve, qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait comme un système de décrochage. Et bing, la preuve, il a tapé quand même violent. Hein. Mais c'est surtout il est parti automatiquement, il est parti en vrille, malheureusement. Bah, ça vous rappelle pas quelque chose? Ça vous rappelle pas une Sauber qui avait fait la même chose à Monza? Si, Marcus Ericsson. Exactement. Mais lui, c'est parce qu'il y avait une défaillance technique à la fermeture du DRS. Il aurait dû se fermer, le DRS n'est pas fermé. Là, c'est parce que Jack Doohan, il l'a pas fermé parce que premier virage au Japon, il n'y a pas vraiment une action sur le frein. Tu décélères légèrement, mais pas assez pour que le système de DRS se ferme. Il faut vraiment appuyer sur le frein. Ou alors braquer techniquement, c'est ce qu'expliquait Julien Febvreau. Quand tu braques légèrement, le système doit se fermer. Ouais, mais regarde, la preuve, il était braqué quand au moment où il a commencé à partir en vrille. Comment ça se fait que justement le DRS à ce moment-là, c'est pas fermé? Bah parce que là, dans ces cas-là, il aurait dû le fermer manuellement, finalement. La fermeture manuelle, c'est ce qui aurait dû marcher. C'est juste qu'il n'y a pas pensé. Et surtout, en fait, comme au simulateur, c'est ce que je vous expliquais, il a tenté de passer le premier virage, mais après, vous me direz, ouais, mais c'est le simulateur, quoi.
Et c'est là que tu te demandes aussi quelle est la validité des simulateurs finalement. Puisque même si un De plus, simulateur est pas... de plus, il y a comme tu l'as cité, il y a eu le resurfaçage. Non, c'est pas une question de resurfaçage. C'est une question que le simulateur lui a envoyé des fausses informations en réalité. Parce que tu peux pas tourner DRS ouvert à cette vitesse-là, c'est pas possible. Souvenez-vous que c'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a pas mis le DRS, parce qu'avant, dans la ligne droite de départ-arrivée de Silverstone, la courte ligne droite, la Hamilton Straight, on avait mis le DRS à un moment donné et on l'avait laissé jusqu'au freinage du numéro 3. Sauf que on s'est rendu compte que c'était trop dangereux parce que les voitures, même si elles braquaient DRS ouvert, c'était trop dangereux, on avait supprimé cette zone. Puisque à l'époque, Oui, souvenez-vous, Romain Grosjean était parti à la faute en essai libre. À cause de ça, sur la As. oui, c'est vrai que cette ligne droite est un peu short, c'est vrai. Parce que je pense que c'est pareil pour le 130 R. Vous savez qu'avant, on pouvait activer le DRS jusqu'à la chicane. Maintenant, c'est plus possible. On peut. Dans ce cas, dans ce cas, justement, dans ce cas, on n'a qu'à retirer sur cette portion-là cette Ouais. zone de DRS. Oui, mais ça Parce veut que dire dans oui, mais ça veut dire qu'il n'y a plus de zone de DRS, Linkin, parce que c'est la seule du circuit. Ouais, mais excuse-moi. Dans ce cas, tu raccourcis un peu, tu prends une marge de sécurité. Et je suis désolé de te dire, mais quand tu vois qu'aujourd'hui, on nous tanne depuis longtemps sur tout l'aspect de la sécurité, qu'il faut pas faire si machin et tout, excuse-moi, mais si la FIA ou la direction de course ne prend pas les initiatives de se dire, là, à ce moment-là, on raccourcit un peu, machin, j'ai envie de vous dire, mais s'ils ne sont pas capables de ça, allez faire autre chose, hein, allez faire du beat bokeh ou vous faites, je sais pas moi, hein, vous faites du bowling et puis basta. Oh là là, non mais Alors, deux dernières choses que j'aimerais préciser. La vitesse à laquelle la voiture est partie en tête à queue. On était à près de 300 km/h. La vitesse ah ben, les vitesses à laquelle il a impacté dans le mur de pneus, 250 km/h. Alors, je sais pas le nombre de jets qu'il a pris dans l'accident, mais en tout cas, ça a nécessité un passage au C'est centre estimé à médical. 50 minimum. Ça m'étonne pas, mais en tout cas, ça a nécessité un passage au centre médical, évidemment, dont il est ressorti, Jack Doohan, normalement, sans séquelles, encore que quand il a fallu sortir de la voiture à la fin du Grand Prix, il a eu quand même besoin de l'aide d'Esteban Ocon pour sortir. Et surtout, il semblerait, je ne sais pas si vous avez vu les images sur les réseaux sociaux, mais il était un peu clopin-clopant quand même. Donc je pense qu'il se ressentait encore des effets du carton du vendredi. Je pense que, vu le choc, vu la vitesse qui s'est pris, c'est pas étonnant qu'il y ait quelques restes, hein. Bon, avec une Entre, petite rééducation et petits mouvements tous les jours, ça entre, devrait disparaître d'ici Bahreïn. Mais je entre, pense que le corps était encore un peu sonné dimanche. Je suis entre d'accord. guillemets, pardon, excusez-moi, entre guillemets, il s'en rappellera de cette petite boîte pour son deuxième Grand Prix. Pour son troisième, ouais, mais pardon. attention. Troisième. Ouais, Troisième, non? Oui, troisième, pardon, j'ai oublié de compter l'Australie pour ça. Oui, mais Linkin. attention, il faut quand même, faudra quand même qu'il fasse attention aussi parce que la preuve, ça faisait depuis même avant le début de saison qu'il était un peu sur le siège éjectable parce que Briator voulait le faire sauter. Bah là, ça va donner encore plus Oh, tu de sais, matière je vais te dire, à ce salaud pour faire la raison. Hein. tu veux que je te dise, Linkin, je pense qu'il n'y avait même pas besoin de ça. Je pense que la décision, elle est prise, que la Pinto rentrera dans la voiture d'une manière ou d'une autre. Et qu'on trouvera de toute manière n'importe quel prétexte pour, euh, pour mettre Colapinto dans cette voiture. T'inquiète pas que c'est pas ce crash-là qui a fait changer d'avis Briator. Non, non, mais C'est juste, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit juste ça. un coup de plus dans le cercueil, quoi. Voilà, c'est ça. Mais bon, on verra bien. Apparemment, on va attendre de voir. Il paraît qu'Imola, ce serait peut-être là où pourrait y avoir un swap de pilote. On va attendre de voir.
Imola, c'est Imola ou Miami? Imola, c'est non, Miami, je pense qu'on va le laisser. Imola, première manche européenne, je pense que c'est à partir de là qu'il peut y avoir un swap. Voilà, mais à surveiller. Bon, ça, on a parlé de Jack Doohan. Donc, il y a eu ce problème. Après, il y a Alonso aussi qui a fait une petite sortie à Degner 1 et qui s'est tanké dans le bac à gravier. Et puis, il y a eu les Des voitures petits étaient feux d'air. les voitures étaient tellement on fire qu'elles en ont mis le feu à l'herbe. Ah bah, faut dire qu'elles sont tellement basses. Et comme forcément, ta petite planche qui rabote et qui crée toutes les étincelles, et t'as certainement des petites, et vu qu'il faisait hyper sec, t'as certainement des petites étincelles qui ont été se balader vers l'herbe et qui ont émis un peu le feu. Comme Oui, en Chine l'année dernière. je vois ce que tu veux dire. Non, il faut savoir que la planche qui est en dessous, c'est du tungstène. Et quand ça chauffe, ça fait des étincelles. Un peu comme si vous coupiez du métal, hein, avec une scie à métaux. C'est la même chose. Mm. Et donc, finalement, ça fait des feux à différents endroits. Il y en a eu dans Spoon. Il y en a eu dans le 130 R, sur la partie intérieure du 130 R. Il y en a eu dans Spoon. Il y en a eu un peu partout. Il y en a même eu dans le dernier S avant d'arriver à Degner, dans le Dunlop, du coup. Donc, ça a été un sujet parce qu'il y en a eu le vendredi, il y en a eu même le samedi matin, ça a brûlé le samedi matin. Mais finalement, avec la pluie du dimanche, on n'a pas eu trop de problèmes. Voilà. Heureusement qu'il a plu un peu le dimanche et que ça a rendu l'herbe un peu moins sèche. Au moins, certes, on savait que la piste allait sécher, mais au moins, ça a humidifié l'herbe déjà. Exactement. Bon, ça, on a parlé des séances d'essai, donc techniquement, pas de surprise, hein, les McLaren devant, les Red Bull, les Ferrari, les Mercedes en embuscade, hein, donc deuxième séance d'essai, donc vous avez vu le résultat. Du Avec coup, un petit Hadjar qui vient s'immiscer en FP2. c'est vrai. Et en FP3, aussi, puisqu'il est top 10 en FP3, à 1 millième simplement de Yuki Tsunoda. Hein, autant vous dire que voilà. Il colle quand même 3 dixièmes à son coéquipier. Il y a quand même 5 dixièmes, hein, quand même 4 et 5 dixièmes que prennent les Ferrari par rapport au McLaren. Ça se voit Ah, qu'il y a c'est franchement un le retrait. tarif, C'est hein. franchement. Alors, ouais, mais c'est le tarif, mais ça montre une chose, c'est comme quoi la voiture, elle est peut-être pas si bien réussie par rapport à ce qu'on nous avait annoncé. Vous savez que Ferrari a changé son système de suspension, donc il faut savoir qu'il va y avoir une amélioration, je crois, sur le fond plat qui va arriver à Bahreïn. Alors, on ne sait pas vraiment si Ah, c'est vrai. non. Alors, l'info n'est pas vraiment confirmée, on ne sait pas si c'est vrai ou pas, parce qu'il y a des sources qui disent que oui, et d'autres qui disent que Vasseur aimerait attendre un autre Grand Prix pour les amener. Mais voilà. Et Euh, donc voilà, à voir. Parce que de toute manière, les améliorations en 2025 vont se compter sur les doigts d'une main, étant donné qu'il faut déjà travailler sur la voiture de 2026. Je rappelle que depuis le 1er janvier, les écuries ont le droit de travailler sur la voiture 2026. Qui aura un nouveau concept, évidemment. Alors, après ces 3 séances d'essai, il était donc temps de passer à la qualif. Donc, voici les résultats de la qualification. Donc, ont été éliminés en Q1, donc Hülkenberg, Bortoleto, Ocon, Douane, malheureusement, qui n'a pas eu beaucoup de temps de piste, hein, Douane et Stroll. Ont été éliminés en Q2 Gasly, Sainz, Alonso, Lawson et Tsunoda. Et puis, en Q3, meilleur tour et record de la piste pour Max Verstappen en 26 983. Donc, 12 À millièmes. noter qu'on a une Racing Bulls qui se place devant Hamilton et Diaz. C'est vrai. Et regardez quand même la moyenne de Max Verstappen, hein. Il l'a fait en
Donc la pole en 26,183, ça fait une moyenne à 240,336 km/h de moyenne. De moyenne, vous imaginez, ça va vite, hein. C'est presque aussi vite qu'une pole à Monza en termes de moyenne kilométrique. Je parle pas en termes de chrono absolu. Donc pour vous donner une idée. Disons qu'il il a été rapide et furieux. Hein. Exactement. Donc voilà, donc pole position de Verstappen, c'était exactement, je vais vous dire tout de suite en termes de statistiques, c'était sa 4e pole consécutive au Japon, évidemment, et en plus termes... avec une livrée spéciale Japon, c'est à noter. Alors oui, il y avait 2 livrées spéciales, notamment il y avait la Haas qui avait mis les cerisiers, les sakura japonais, les cerisiers en fleurs sur leur livrée, et Max Verstappen et Tsunoda arboraient une livrée blanche, comme la Racing Bulls. Voilà. Et donc Verstappen... Histoire de conclure le dernier Grand Prix pour, entre guillemets, Honda au Japon. C'est ça. Sachez que Verstappen a signé sa 41e pole position. C'est une première depuis l'Autriche 2024. Il n'avait pas signé de pole depuis l'Autriche 2024. C'est vous dire... Il en a mis du temps, dis donc, le bougre. C'est vous dire à quel point c'était... C'est pas Mathusalem, mais bon, ça fait quand même quelques Grands Prix quand même. C'est ça, c'est vous dire à quel point... Et malheureusement, l'impuissance des McLaren en qualif s'est vue un peu en course. Oui, alors, je dirais pas l'impuissance. Là, je dirais qu'en qualification, il faut être tout à fait honnête, Verstappen, il a sorti un tour mais démentiel. Oui, le tour était stratosphérique, je l'accorde. Il y a que lui qui peut faire ça, les gens. Tiens, tu veux que je te dise, tu remets un Hamilton, par exemple, comme avec une Mercedes dominante, je veux dire qu'il va te sortir le tour d'anthologie où personne ne peut le battre. C'est vrai. Donc, je vais pas te mentir. Il a fait une Hamilton Singapour 2017 ou 2018. Ou alors il nous a fait une Vettel à Singapour qui, lui, il avait juste eu besoin d'un tour en Q3, il avait atomisé la concurrence. Vous vous souvenez? Aussi. C'était 2000... Attends. Parce que Vettel a fait deux pôles à Singapour avec la Ferrari. C'était en 2015 et 2017. Alors, moi, je parle de Red Bull, donc c'était en 13, me semble-t-il. Il a gagné 4 fois avec Red Bull. Je crois, ou non, 3 fois avec Red Bull, 2011, 2012, 2013. Donc, ça va dépendre. Ça dépend laquelle. Mais bon. C'est ça. Bon. Et donc, on peut passer à la course désormais. On va donc passer à la course. On a été assez vite, hein, messieurs. On est à peine à 1 heure de débrief. On a été assez vite, en réalité. Faut dire qu'il n'y a pas grand-chose en même temps, il y a, comme tu as dit en début de Grand Prix, il n'y a pas beaucoup de news. On peut quand même revenir il n'y a pas de point technique. Donc, il ne s'est pas passé grand-chose aussi en FP1. Donc, ou en free practice. On peut quand même... Forcément, qu'on arrive vite à la course. Excusez-moi, je voudrais quand même qu'on parle d'Ocon, 18e en qualification. À votre avis, c'est quoi le problème? Linkin d'abord, c'est quoi le problème d'Ocon en qualification? Quand Bierman arrive à aller presque jusqu'en Q3, c'est ça, hein, Bierman était 10e, à seulement quand même 2 dixièmes d'Albon et d'Hamilton, hein. Faut quand même pas se leurrer, à 3 dixièmes de Kimi et d'Adjar.
Qu'est-ce qui se passe pour Ocon? Ocon, il pensait avoir une voiture qui tout de suite allait marcher du feu de Dieu, tu vois, comme vu comment As avait évolué la saison dernière. Mais en réalité, bah, c'est un peu la douche froide là qu'il est en train de se prendre. Hein. C'est, je ne sais moi-même, j'arrive pas comment à comprendre comment soi-disant As dit qu'elle veut établir une voiture qui soit pilotable pour les deux pilotes et qui ait un effondrement pareil. Je sais pas, j'ai du mal à comprendre. J'ai du mal moi-même à comprendre la chose. Bah, C'est horrible pour Ocon. Hein. on dirait qu'ils ont imité la As 2024 début d'année et qu'ils ont oublié ce qu'ils ont fait en fin d'année. Mm. Mm. Il y a peut-être eu un trou de mémoire général qui a fait qu'ils ont imité leur voiture l'année dernière. Mm. C'est vrai. Mais En la tout cas, mauvaise voiture de l'année dernière. ouais. Alors, en tout cas, voici la grille de départ de ce Grand Prix. Donc, avec première ligne Verstappen, Norris, la deuxième ligne Piastri, Leclerc, la troisième ligne des Mercedes, quand même, Russell et Antonelli. Antonelli, quand même, on pensait qu'il cracherait tout le temps la voiture, mais quand même, il a un bon petit potentiel, ce petit, hein, en vrai de vrai. Mm. Bah effectivement, bah maintenant faut qu'il. En fait, ce qu'il C'est faut se peut-être dire, trop c'est tôt que. pour le dire en fait. Pour l'instant, on est juste en phase d'observation et oui, il s'en sort. Mais on n'a peut-être pas toute l'analyse possible parce qu'en fait, il est encore assez jeune. On, on fera je pense, moi je vais attendre la mi-saison pour me faire un réel avis dessus. Alors, je voudrais quand même vous indiquer que Sainz, qui s'était classé 12e de la qualif, a donc été rétrogradé 2-3 places pour une gêne en qualification sur Lewis Hamilton. C'était en fin de Q2. Sinon, vous avez toute la grille. Ah, malheureusement, Sainz, c'est compliqué parce que c'est un bon pilote, mais il fait toujours des moves un peu suspicieux. Il se décale en pleine ligne, il se décale en freinage. Il fait toujours ce genre de move, malheureusement. Que Ah, ce soit chez Ferrari ou chez Williams. ça n'a pas changé depuis qu'il est chez Williams. Hein. Je n'ai pas changé. Non. Allez, on passe à la Mais course maintenant. parfois ils sont indulgents et ça passe. Parfois ils sont pas indulgents et ça passe pas. Bon bah là c'est pas passé. Et comme diraient les commentateurs anglais, and the lights out and here we go from the Japanese Grand Prix. C'est parti pour le Grand Prix du Japon avec un départ, comment dire, somme toute assez calme. Les positions ont peu bougé au départ. Hein. On a vu le même top 10 ressortir du premier virage. Voilà. Après, après, ça s'est détaché selon les rythmes de course. On va commencer par parler évidemment du duel à distance qui a animé ce Grand Prix. Enfin, ou plutôt du non-duel en fait qui a animé ce Grand Prix. C'est Verstappen versus les McLaren. Mais on va surtout se placer du côté des McLaren. Moi, j'aimerais vous Elles ont été demander. paralysées, McLaren, ou pas? Alors, non, Que- pardon, Valky, excuse-moi, je peux quand même finir ma phrase. Euh, eh, je voudrais quand même qu'on regarde sur le prisme de McLaren. Parce que certes, McLaren termine 2 et 3, prend 33 points quand Red Bull n'en prend que 25. Norris prend 18 points et conserve la tête du championnat pour 1 point sur Max Verstappen. Mais est-ce que finalement, McLaren s'est pas tiré une balle dans le pied en n'essayant pas de swapper les positions, quitte à reswapper à la fin? Ben,
quand on voit que Norris n'a pas pu rattraper Verstappen, tu dis qu'à un moment donné, bah, ils vont retenir les leçons de Monza ou d'autres Grands Prix de fin de saison. Tu te dis qu'ils vont donner la chance aux meilleurs pilotes et de faire Piastri, qui avait un meilleur rythme que Norris, qui le rattrapait, mais non. Et c'est à un moment donné, tu sens que Piastri peut dépasser, sauf que Norris, entre guillemets, le bloque, et Piastri, désormais, c'est fini. Il s'est pris, entre guillemets, un taquet, virtuellement, et il a fait que régresser en termes de rythme. Et à partir de ce moment-là, il n'a plus challenger Norris. Et c'était fini. Et la stratégie était finie. Ils savaient qu'ils allaient finir aux mêmes positions qu'ils ont commencé. C'est ça. Ce qui fait que finalement, bah, on n'a pas, enfin, le top 3 de la qualif est le même que le top 3 à l'arrivée. Alors certes, avec Même le top 4. Oui, certes, avec 2 secondes et demie entre les 3 premiers, c'est vrai, on va noter le rapprochement. Mais finalement, c'est quand même assez, ça interroge quand même. On est certes qu'au 3e Grand Prix de la saison, c'est peut-être trop tôt pour nommer un numéro 1 et un numéro 2, mais j'ai peur que ça conduise un petit peu à la perte de À ce rythme, ça va faire un 5e titre pour Verstappen. C'est ça. Pardon, Valky, on va juste demander à Linkin parce que Linkin, il a sa tête, elle tient plus toute seule. Linkin, qu'en penses-tu de tout ça? Et ben, j'ai envie de te dire que je suis un peu en train de vous rejoindre parce que ils se sont tirés une bonne balle dans le pied, hein, McLaren. Sans déconner, j'ai envie de dire que là, malheureusement, tiens, vous savez quoi? On va faire un parallèle extrêmement simple. Qui se souvient de Hongrie 2017? Attends, Hongrie 2017, c'est pas la course où Ricardo fait un énorme blocage de roue et... Ah non, pardon, excuse-moi Linkin, 2017, Hongrie 2017, c'est la course où Hamilton et Bottas ont swipé une fois. Enfin, où Hamilton, on demande à Bottas de swiper pour Hamilton et qu'Hamilton rend la position à Bottas à la fin, c'est ça? Exactement. Voilà, Alors, pardon. Non, mais au contraire. C'est justement, si je vous fais sonder, c'est un peu normal. Hein. Alors, justement, est-ce que McLaren n'aurait pas dû copier ça? Ah, totalement. C'est possible, mais est-ce qu'ils ont pas voulu le faire par peur de froisser un des deux pilotes? Ouais, mais dans ce cas, regarde. Ils disent, oui, il faut maintenant privilégier un pilote numéro 1 qui est Norris. Mais le problème, c'est que c'est malheureusement, pour l'instant, ce n'est pas du tout la bonne stratégie ou la bonne méthode. On le voit très clairement sur quasiment toute la partie de la course. Piastri a bien un meilleur rythme que Lando Norris. Dans Et ce cas, ça comme Ferrari l'a fait l'année dernière. Mais alors, pardon. GPA, c'est Leclerc qui est meilleur, bah, on favorise Leclerc. GPB, c'est Sainz qui était meilleur, bah, ils ont favorisé Sainz. Pardon, excusez-moi, mais vous parlez de rythme. Parce que moi, ça me fait beaucoup rire. Oscar Piastri a dit à la fois au micro de Canal, j'avais plus de rythme que Norris et j'avais le rythme pour aller dépasser Verstappen. Mais alors, dans ces cas-là, si tu avais du rythme, pourquoi tu n'as pas tenté de dépasser ton propre coéquipier? mais justement, je vais te le dire pourquoi, Valentin. Tout simplement parce que McLaren a implanté une consigne d'équipe visant à ne pas à ce qu'ils se dépassent mutuellement au risque de se provoquer un duel entre eux et que ça fasse directement détacher Verstappen. Bah pourtant, voilà, il y a eu la consigne. Pardon, moi, Linkin, j'en étais resté au fait que les McLaren étaient libres de s'attaquer tant qu'elles se rentraient pas dedans. Ben non, mais justement, sur ce contexte-là, en fait, en début de saison, on dit que
ce qui est le plus important, que pour marquer des points, il faut que les deux McLaren soient devant, mais qu'à condition, elles ne se provoquent pas eux-mêmes un duel au sortir. Voilà, ils se sont dit ça. Seulement, bah voilà, là on l'a vu. Piastri, lui, il cherche à respecter la consigne, mais malheureusement, cette consigne, elle est à l'heure actuelle pas la bonne. Là, il aurait fallu qu'on dise à Norris, là, je suis désolé, là, t'as moins de performance que par rapport à, t'as pas un meilleur rythme que par rapport à Piastri, tu le laisses passer. Et puis, si on voit que si Piastri arrive à passer Verstappen et qu'il gagne, et ben voilà, c'est comme ça. Si malheureusement, et ben on s'aperçoit que Piastri n'est pas en mesure d'attaquer Max Verstappen, et ben à ce moment-là, on te rendra la place. Et puis mathématiquement, 1 et 2, ou 1 et 3, c'est quand même mieux, plus fort que 2 et 3. Mais exactement. Alors, pour classement constructeur, non, parce qu'en étant 2 et 3, il marque quand même plus de points que Verstappen tout seul. Alors, après, oui. Par contre, pour le classement des pilotes, là, je suis d'accord. Là, ça fout la merde. Hein. Ça fout la merde. Bah, c'est surtout qu'il y a 13 points d'écart entre Piastri et Norris, sauf qu'il n'y a qu'un point d'écart entre Norris et Verstappen. C'est ça le truc. Eh ben oui. Parce qu'en 2 courses, Verstappen a 2 podiums et il est déjà à égal de Norris. Oui, 2 podiums. On rappelle qu'en Australie, les circonstances de course font qu'il monte sur le podium. Sinon, il doit terminer 5e. Certes, mais tu vois ce que je veux dire. Au final, il est quand même il n'a pas été sur le podium, mais il a quand même les points. Ouais, je vois ce que vous voulez dire. Donc là, je suis désolé de dire, mais ils se sont complètement fait avoir. Normalement, Piastri aurait pu largement aller chercher Verstappen. Voilà. Et McLaren a donné une victoire facile à Verstappen. Voilà, il aurait dû avoir une bataille à 3. Ben, largement. Ouais. Quand on voit la pilule que se prenait Norris, je sais pas, tu réagis. Non, et puis dommage qu'ils aient pas tenté de jouer la stratégie d'équipe, notamment pour les stands. Ouais, mais ça, alors ça encore, les stands, on va en reparler, parce qu'il y a eu quelque chose entre Verstappen et Norris. Hein. Ouais, enfin Norris l'a très mal joué. La stratégie de la pit lane à Suzuka est quand même particulière. Parce que les stands sont inversés. Ouais, mais Norris l'a très mal joué. On va évidemment reparler de cet incident au moment du premier arrêt qui a eu lieu. Je vais vous dire ça tout de suite parce qu'on va regarder le document de la stratégie en course et des arrêts. Donc, ils se sont arrêtés au même tour, qui était le tour, le tour 21. Voilà, le tour 21, ils s'arrêtent tous les deux. Voilà, Piastri s'est arrêté un tour avant. Moi, je pense qu'il aurait fallu en laisser un dehors. En réalité, un des deux. Le double arrêt, c'est très bien. Mais quand t'es en position de force. Mais du coup, pardon. Alors là, on n'était pas en position de force. Pardon, excusez-moi. Au tour 21, donc les deux s'arrêtent, Norris et Verstappen. Donc le stand des Red Bull est un peu plus avant que le stand des McLaren, qui est le dernier stand de la pit lane. D'ailleurs, je crois que c'est Sainz qui s'est trompé en séance d'essai. Il a été jusqu'au bout de la pit lane. En fait, il s'est arrêté chez McLaren. Alors que techniquement, il aurait dû être vers le milieu. Non, au tout début. Vers le début. C'est ça. Il s'est trompé. Mais donc, au-delà de ça. Après, il n'est pas habitué aussi à ce que ce soit inversé aussi. Donc, il s'arrête en même temps. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que ils ressortent quasiment côte à côte. Et là, pour moi, Norris, il fait une erreur monumentale. C'est qu'il veut absolument essayer. Il sait très bien que Verstappen va le tasser dans l'herbe. Enfin, va le tasser. C'est un bien grand mot puisqu'il avait déjà 2 roues dans l'herbe en sortant. Hein? Et d'ailleurs, en plus, mais la pit lane, elle est pas large.
Et c'est surtout qu'en plus, c'est dangereux. Il aurait pu partir en tête à queue. Il aurait pu nous faire. Il y avait un pilote des années 90 qui avait fait la même chose, qui était parti en tête à queue à la sortie des stands et qui avait traversé la piste. Je sais plus qui c'était. Je me demande si c'était pas à Estoril. Lincoln, peut-être que toi, qui es un peu notre historien, tu t'en souviens. Tu dis donc Estoril, mais le souci c'est que Estoril, ça s'est arrêté dans les années. 90, mais c'était dans ces années-là. Il y a un pilote qui en sortant, je crois qu'il avait surtout perdu un pneu ou un truc comme ça. C'est parce qu'il avait perdu un pneu, me semble-t-il. Il était parti en tête à queue, il avait recroisé la piste. Il avait même crashé une voiture, je crois, à l'époque. Donc attends, c'était donc attends, je peux être Grand Prix du Portugal. Donc Vas-y, continue de chercher. Et donc, attends, continue de chercher. Lincoln, non, mais du coup, ce que je disais, c'est que bah, c'est dangereux parce que il aurait pu se cracher. Surtout, vous imaginez une voiture qui arrive en parallèle de la ligne droite de départ-arrivée à 50 km/h pendant que toutes les autres sont à 250. Le carnage que ça aurait pu faire. Je crois savoir qui c'est. Ah, il a trouvé. Je crois que c'est Mansell. Exactement. Nigel Mansell, et ça s'était passé, je crois, en 92. Exact. Donc c'était sur l'année où il a été champion du monde d'ailleurs. Eh oh, ça réagit. Oui, oui. Oui, oui. Donc 4 Story 92. Ouais. C'était en 92, exactement. Mais ça aurait pu être dangereux parce que effectivement, bah, ça aurait pu être terrible dans cette sortie de piste. Bon, voilà. En tout cas, voilà ce qu'on retient du duel entre Verstappen et McLaren, c'est que même si Verstappen n'a pas la meilleure voiture, non-duel. Voilà, du non-duel, c'est qu'il était capable quand même de gagner la course. Bon, ça n'est qu'avec une seconde 3 d'avance. D'accord, hein, mais voilà, il a quand même gagné. 4e victoire consécutive hein, pour Verstappen au Japon. Il avait déjà gagné en 24, en 23, en 22. Donc, voilà. 21 aussi, je crois qu'il avait gagné. Non. Non. Il a fait podium. Je me demande 22 si c'était pas. Bah alors attendez, je vais vous dire. 21, il n'y a même pas eu de Grand Prix de Japon, non 21, attendez, Japanese. 21, non, il n'y a pas eu. Non, Vu qu'on aurait dû avoir un livret Japon au Japon, non, sauf qu'ils l'ont fait. Effectivement, il n'y a pas eu de Grand Prix du Japon en 2021, Lincoln. Avant, c'était 2019. Et c'était en Turquie, le livret Japon, d'ailleurs. Exactement. Voilà. Bon, en tout cas, voilà ce que vous pouvez dire du non-duel. Alors, on va regarder peut-être la course maintenant. Alors, on va souligner, on va féliciter Isaac Adjar, 7e sur la grille de départ, 8e à l'arrivée, évidemment dépassé par Lewis Hamilton, hein, c'était logique, hein, mais qui ramène quand même 4 bons points pour Racing Bulls et surtout ses premiers points. Et sachez, parce que j'ai vu la statistique passer tout à l'heure et j'en discutais moi avec j'en débattais sur Twitter avec quelqu'un qu'on connaît très bien qui s'appelle Benoît Hurlin. Hein, vous le connaissez très bien, on le connaît très bien, Benoît Hurlin. Moi, plus pas trop. Sachez que il était un de nos viewers et puis il a été sur nos Discord respectifs à un moment donné. Sachez que Isaac Adjar, en ayant marqué ses 4 points au Japon en 2025, eh bien devient il est rentré dans les points exactement au même âge qu'Esteban Ocon lors de sa première entrée dans les points.
Ocon et Hadjar sont tous les deux rentrés dans les points à 20 ans et 190 jours. Ocon, c'était dans le cadre du Grand Prix d'Australie en 2017. Isaac, dans le cadre du Grand Prix du Japon en 2025. Incroyable la statistique, hein. 20 ans et 190 jours et déjà dans les points. Non, ça vous intéresse pas, alors on va passer à autre chose. Mais si, Et mais si je reçois un truc de la F1, il faut que j'y réponde. Donc c'est bon. Mais bon, Alors- après Isaac Hadjar, il a fait une course qui était très 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 solide. C'est là quand même où moi ça me fait un peu Isaac Hadjar m'a fait un peu penser à Pierre Gasly quand il démarrait en F1. C'est-à-dire que tu vois, il apprend au fur et à mesure, et quand tu vois même qu'il ose poutrer son Liam Lawson, qui est arrivé encore depuis peu, alors que pourtant il connaît un peu mieux la voiture, c'est chaud quand même, hein. Mais après, Isaac Hadjar, faut qu'il arrive à apprendre au maximum, et qu'ensuite il saute la Red Bull, impératif, parce que ça c'est hors de question qu'on le mette face à forcément face à un Verstappen, à moins que si Verstappen s'en va, et que là Red Bull décide de refaire une conception d'une voiture plus adaptée à lui. Ça, je ne sais pas encore. Et puis voilà. Et puis après, ou pourquoi pas aller dans différentes équipes. Non, Mais en tout Hadjar, cas, il a fait ce qu'il fallait là. Vraiment. moi, je trouve qu'Isaac Hadjar, il a très bien effacé son revers de Melbourne parce qu'il aurait pu s'effondrer. Parce que quand on commence sa carrière par quelque chose comme ça, première course, c'est accident dans le tour de formation à Melbourne, ça peut détruire directement une confiance. Et finalement, ça l'a reboosté finalement à faire mieux après. Alors certes, Parce que je pense certes, il est peut-être passé à côté d'un très bon résultat en Australie parce qu'avec les abandons et tous les événements qu'il y a eu, il aurait peut-être pu très bien figurer. Alors, pas au point de le gagner, hein, évidemment, mais il aurait pu très bien figurer. Il aurait peut-être même pu faire un podium comme Tsunoda aurait pu en faire un. Hein, c'était pas exclu, mais en tout cas, voilà. Valky. je voudrais ajouter aussi que ils se retrouvent face à Lawson qui connaît le mieux l'équipe. Certes, il ressort un peu d'une claque prise parce qu'il s'est fait un peu dropper au dernier moment, mais entre guillemets, dernier moment. Mais quand tu vois que lui, c'est lui qui connaît le mieux la voiture et l'équipe, qui réussissent à le dominer sur le circuit motoriste, c'est assez fort, je trouve. ouais, exactement. Exactement. Bon, ça, c'était Isaac Hadjar. Bon, je vous reparle pas d'Andrea Kimi Antonelli, qui était le plus jeune pilote à mener un Grand Prix, puisqu'il a mené quelques tours du Grand Prix du Japon en attendant son arrêt au stand. Et puis surtout, à la fin, il avait un super rythme à tel point qu'il a signé désormais, c'est lui qui est l'auteur du record du tour en course, en tout cas du record absolu du meilleur tour en course au Japon en 1:30.965. Il a battu le meilleur temps, le record du tour qui était détenu par Vettel en 2019, qui avait fait 1:30.983. Il l'a battu de 18 millième. Et surtout, bravo quand même au stratège Mercedes d'avoir osé le faire partir en pneu, de lui avoir fait rallonger son relais en pneu médium parce qu'il a pu complètement attaquer sur le pneu dur. Et je crois qu'il termine à 1 seconde et demie au final de son coéquipier, en réalité, de Alors que George pourtant, Russell. techniquement, la Mercedes, elle performe bien, mais c'est pas la meilleure voiture en termes de rythme. Alors, il faut Non. surtout se dire, messieurs, qu'on était dans des conditions qui étaient assez fraîches quand même. Hein. Regardez, vous le voyez peut-être pas, mais je vais vous lire la case. Donc, Kimi Anthony termine à 18 secondes 6 de Max Verstappen, le vainqueur. Et à 1 seconde 3 de son coéquipier George Russell, il termine qu'à 2 secondes et demie de la 4e place. Hein.
en réalité. Donc, voilà. Et son meilleur tour en course, il l'a quand même fait à 229 km/h de moyenne. Hein. 229 km/h de moyenne en course. Souvenez-vous que la pole de Verstappen s'était fait en 240 km/h. Hein. Et que Max Verstappen a bouclé les 53 tours du circuit de Suzuka à une moyenne kilométrique de 224,659 km/h. Hein. Après, il faut dire qu'il n'y a pas eu de drapeau rouge, donc forcément la moyenne est haute. Et pas de safety car surtout. Ce qui en fait le Grand Prix, ce qui en fait quand même le Grand Prix du Japon le plus rapide de l'histoire. Pas en termes de temps total de course parce que le plus rapide ça reste 2019 pour 20 secondes, mais vous imaginez qu'avec cette réglementation, on s'est rapproché de rythme de course et de temps de course de 2019. Alors qu'on est censé être bien plus lent. Exactement, voilà. Les zones grises et les ingénieurs qui bousillent la volonté de la FIA et du règlement. Alors, dans le classement, on notera les points d'Alex Albon, 2 points de marqué. Oli Bierman a marqué le point de la 10e place pour As. Voilà. Pas de point pour Alpine. Hein. 13e Pierre Gasly, 15e Jack Doohan. Pour Sainz, c'est aussi compliqué. 14e position à... il y a combien là il est à 20 et quelques secondes de son coéquipier. Presque 30... Enfin, il est à 25 secondes de son coéquipier. C'est vrai, il a presque pris une demi-seconde par tour par son coéquipier. Les Ferrari, finalement, maximisent ce qu'elles pouvaient faire. Elles marquent autant de points que les McLaren, les Mercedes. 18 points chacun. Leclerc dans un no man's land. Et puis Hamilton aussi, finalement. Les deux dans un no man's land. Voilà. Et puis, pas de points non plus pour les Aston Martin. 11e et 20e. D'ailleurs, on rappelle que Stroll est le seul pilote à être à un tour. Voilà. Lawson, 17e sur sa Visa Cash App. Et puis Tsunoda, 12e, pas dans les points. Il était qu'à 3 secondes des points, ou 4 secondes des points. Mais il est toujours à 58 secondes de son coéquipier. Ça veut dire qu'il a pris plus d'une seconde par tour par Max Verstappen en course. Hein. Si on regarde bien. Alors, de quoi on voulait parler en course? On peut parler de la performance quand même des Mercedes, hein, piste fraîche, donc une performance honorable, donc de Russell 5e et Andrea Kimi Antonelli 6e, hein, qui marque 18 points pour Mercedes, c'est des gros points, ça reste des gros points. Hein. Ah oui, c'est toujours ça. Hein. Pour le championnat constructeur, ils sont plutôt pas mal placés. Hein. Et en fait, c'est là que finalement, dans la hiérarchie, tu peux te dire que tu as deux blocs, en fait. Tu as McLaren, Red Bull, enfin, McLaren, Verstappen en haut, hein, parce que je parle pas de Red Bull, mais de Verstappen en haut. Puis, juste en dessous, c'est 16 secondes, donc ça représente à peu près 3 dixièmes par tour. Tu as les Mercedes et les Ferrari. Voilà. Mais bon, à voir sur les autres Grands Prix. Moi, j'attends. Alors, Bahreïn, ça va être un circuit un peu plus commun pour les F1. Pardon, elles ont fait déjà leur test de début de saison là-bas, donc elles auront déjà des données. Mais à voir ce que ça donnera à Bahreïn. Pas de points pour les Aston et pas de points pour les Alpines. On a parlé de la situation de Douane, mais Gasly, c'est pas mieux non plus, hein, honnêtement. Pourtant, Alpine, c'était une des écuries qui avait fait la meilleure progression de saison à saison, mais ça se confirme pas, il n'y a pas encore d'entrée dans les points. C'est compliqué. Enfin, pardon, Linkin. Enfin, qui veut commencer? Valky, peut-être. Je vais essayer Linkin. Je vais être gentil. Vas-y, Linkin, alors. En fait, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué dans le sens où on se demande si réellement la voiture
est-elle encore à moitié bien née? Tu vois, à chaque fois, c'est toujours le même problème chez Alpine. C'est toujours le même problème. En plus, ils sont pas aidés en plus par les sorties, notamment de douane et tout ça. Je sais pas. Je sais pas, j'ai l'impression d'avoir affaire à une voiture, c'est un peu comme avec les Ferrari, c'est que j'ai l'impression d'avoir affaire à une voiture complètement énigmatique. C'est... je sais pas, je suis... Moi-même, j'arrive même pas à me trouver des explications. C'est hallucinant, quoi. Et on nous parle qu'apparemment la voiture serait bien née pour 2026 avec le moteur Mercedes. Franchement, j'attends de voir. Hein. Parce que là, pour l'instant, ça craint. Bah, tu dis qu'elle est à moitié bien née. Bah, moi, je trouve qu'au contraire, elle est totalement mal née. Moi, je trouve que c'est une bouse. Dans la droite lignée de ce qu'elle a eu, malheureusement, en 2024. Valentin, t'en penses quoi? Alpine, ça restera un mystère pour moi parce que Alpine, je le rappelle, c'était la meilleure progression aux essais hivernaux entre l'hiver 24 et l'hiver 25 avec avec Williams, sauf qu'au final, le résultat ne vient pas. Donc, est-ce que Gasly et Douane, enfin surtout Gasly, puisque Gasly c'est peut-être le plus expérimenté dans l'écurie, est-ce que Gasly est capable de tirer vraiment toute la quintessence de la voiture? Est-ce que je sais pas. Pour l'instant, c'est le seul. Pour l'instant, c'est le seul qui arrive à monter vraiment le plus haut avec la voiture. Douane, à chaque fois, il est toujours à côté. Après, Douane, il est expérimenté en F1, c'est seulement son 3e Grand Prix, donc Oui, voilà. voilà. Bon bah, c'est le mystère. J'espère qu'elles arriveront à débloquer de la performance. C'est peut-être ça qui leur manque, de débloquer de la performance. Quant à Aston Martin, Bah, après, elles sont pas si oui, loin qu'ils sont porte des points. bah oui, mais au Mais port il des, manquait un petit truc. ouais, mais au port des points, ça marque pas de points. Déjà en Australie, Gasly avait l'occasion d'en marquer, il a loupé le coche. En Chine, je me souviens plus de ce qui s'est passé pour Alpine, mais en Chine, je crois que c'était pas bon non plus. Il faut absolument trouver de la performance à Bahreïn. Hein. Bahreïn, ça va être vraiment le circuit là. S'il n'y a pas de performance à Bahreïn, c'est mort. Il faut qu'il se concentre sur la voiture de 26 pour en faire un monstre ou pas. Bon, Aston Martin, on n'en parle pas. Hein. Encore une fois, hors des points. Alonso, hors des points. Stroll, c'est le pilote donc qui a pris un tour par les leaders. Euh, Bon, bordel, moi, c'est même plus un artichaut, quoi. Là, c'est la merde. c'est bizarre, pourtant Stroll, c'est celui qui C'est marquait. quoi? Stroll, c'est celui qui marquait le plus de points pour l'écurie d'abord. Hein. Mais bon, bah là, là, je crois que c'est la stratégie qui n'était pas bonne du côté de, parce que c'est lui qui s'est arrêté le premier. Stroll, il avait fait partie des pilotes qui ont pris des pneus soft au départ avec Douane. C'était les deux seuls qui étaient partis en soft. Alors, par contre, il faudra qu'on m'explique chez Aston comment c'est possible que Alonso n'avait plus de pneus neufs. Parce qu'Alonso, il est parti avec un train de pneus médium rodé. Je ne comprends pas trop ça. Est-ce qu'ils ont-ils pas pris la bonne quantité Et pareil pour Stroll. Aston? Et pareil pour Stroll, regardez, il a mis des pneus rodés. Ils ont peut-être en essai, ils ont rebouffé, peut-être. On verra bien, je sais pas. Mais en tout cas, voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire. Après, bon, bah, il y a le cas des steaks, mais bon, on va pas s'attarder dessus. Hein. 19e et puis 16e. En tout cas, par Bah, contre, c'est Sauber tiers. Voilà. soulignons quand même qu'il n'y a pas eu d'abandon.
dans ce Grand Prix. Hein. C'est la première fois cette Mhm. saison qu'on a un Grand Prix sans abandon. Même Alonso, malgré avoir terminé 11e, il a terminé la course. C'est un exploit. Donc du coup, ça nous donne le top 10. Hein. Donc Verstappen, Norris, Piastri sur le podium. Leclerc 4 devant Russell, Antonelli, Hamilton, Adjar, Albon, Biermann. Derrière, Alonso est 11e devant Tsunoda, Gasly, Sainz, Doohan, Hülkenberg, Lawson. Ocon 18e. Hein, malheureusement, lui aussi, il n'a pas réussi à faire évoluer sa stratégie en course. Bortoletto 19e et Stroll 20e. Le pilote du jour, sans surprise, parce que c'était le local de l'étape, mais c'est Yuki. Et C'est génial, là, j'ai jamais réussi à choper la photo du Driver of the Day. C'est horrible. Voilà, coucou Yuki. Du coup, le classement des Alors voilà, pilotes. ça y est, là. Il est que 22h30. Hein. Le classement des pilotes, donc après le Grand Prix du Japon. Donc Norris est en tête pour 1 point devant Verstappen. Piastri est 3e pour 4 points devant Russell. Antonelli 5e devant Leclerc, Albon et Hamilton. Ocon est toujours 9e devant Stroll. Et du coup, je rappelle qu'Adjar est remonté 13e avec ses 4 points. Du côté des constructeurs, McLaren compte 36 points d'avance sur Mercedes. Elle compte 50 points d'avance au total sur Red Bull. Elle compte 76 points d'avance sur Ferrari. Williams est 5e devant Haas. Aston Martin est 7e devant Racing Bulls, qui a dépassé Sauber au classement du coup. Et Alpine est toujours la seule écurie qui n'a pas marqué un seul point. Bah, espérons que espérons au moins pour Gasly et Doohan qu'ils puissent au moins marquer un point. Si Doohan réussit à marquer un point avant Gasly, est-ce que ça peut le sauver? Non, non. Honnêtement, je crois pas. Pardon. Non, honnêtement, je crois pas. Ça le sauvera pas, en fait. Je crois pas que ça le sauvera, Jacques Douane. Malheureusement, je pense que son sort est déjà scellé. Après, c'est peut-être candide, mais pour moi, ça peut temporairement, pour 1 ou 2 Grands Prix, le sauver. Ouais, je sais pas. Alors, attendez. Je dis Alors, pas que oui. ça le sauve totalement pour le reste de la saison, mais si ça peut le sauver pour 1 ou 2 GP au moins, ça peut peut-être faire l'affaire. C'est vrai. Alors, tiens, on va faire notre dernier débat à 22h36. Messieurs, je vais d'abord partir d'un contexte, c'est ce tweet de Laurent Dupin, qui n'était pas au Japon, qui était à Paris en tant que chef d'édition pour suivre le Grand Prix du Japon depuis Paris. Il a tweeté ceci. Ok, le GP du Japon n'était pas formidable. Pourtant, la compétition n'a jamais été aussi serrée. Les 3 premiers regroupés en 2 secondes et demie. 19 pilotes dans le même tour sans la moindre safety car. L'an passé, il n'était que 9 dans le même tour à Suzuka et en 2019, seulement 5. Laurent Dupin nous fait donc passer le message que le GP était donc que le GP était chiant, mais que pourtant on doit se contenter du fait que la compétition n'a jamais été aussi serrée parce que les 3 premiers étaient regroupés en 2 secondes et que 19 pilotes étaient dans le même tour sans la moindre safety car. Alors, messieurs, la question que j'aimerais vous poser, la première question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que selon vous, avec le spectacle qu'on a vu cette année, le Japon deviendrait pas un peu un Monaco bis en termes de spectacle? Je commence peut-être par Linkin, ton avis? Bah, ça craint. Ça craint. Ça craint très clairement. Du coup, bah, va falloir, je pense peut-être une année de plus, peut-être pour confirmer.
Mais j'ai envie de dire ça craint. Ça craint que ça devient possible. Ouais. Alors du coup, à quoi on l'impute? Est-ce que c'est parce que les pilotes n'ont pas pris assez de risques en course? Est-ce que c'est parce que Ah bah c'est sûr que déjà le fait qu'on n'ait pas eu de bataille déjà entre les McLaren, en tout cas notamment Piastri avec Verstappen, cette année, ça n'a pas facilité grandement les choses. Hein. Voilà. Je vais pas mentir sur le truc. Hein. Ouais. Alors attendez, juste, je vais regarder quelque chose. On va mettre en parallèle la grille de départ et moi je vais Le top mettre 6 en, est identique. Le top 6, c'est identique. c'est ça. Il y a que finalement Adjar et Hamilton qui ont échangé leur position, mais 8 des 10 pilotes, des 10 premiers pilotes sont classés pareil à la fin du Grand Prix. C'est désespérant, en fait. Valky, du coup, tiens, j'en profite, ton avis sur la question. Vas-y. Ben, le circuit est qualitatif en soi, mais qu'est-ce que la course a été chiante. Il se passait rien. Et, et comme l'a prouvé la vitesse de Max, surtout le Grand Prix, c'est qu'il y a eu aucun drapeau jaune, aucun rouge, aucune safety car. Donc, tu m'étonnes qu'il y a c'est le Grand Prix qui s'est couru le plus rapidement en termes de vitesse. Parce qu'il s'est rien passé, en fait. Il y a eu aucun truc pour déstabiliser. Il y aurait eu au moins un yellow ou une safety car. Bah, peut-être que Max aurait pu mal négocier une relance ou un tour. Et hop, McLaren serait passé. Et il y aurait Alors, eu un truc, il y aurait eu une bataille. ouais, alors je voudrais quand même vous donner cette statistique. Sur les 20 pilotes qui ont terminé la course, il y en a 13 qui ont terminé à la même position qu'à laquelle ils étaient partis. Alors, c'est pas Monaco. Parce que, habituellement, Monaco, c'est au moins, allez, 15 ou plus qui finissent à la même place. Mais oui, comment veux-tu qu'il y ait du spectacle, entre guillemets, et un minimum de stratégie et d'importance quand les pilotes ils finissent à la position où ils ont commencé? Voilà, il y a 13 pilotes sur 20 qui terminent à la même position. Tu veux rajouter quelque chose, LinkedIn, par rapport à ce... Alors, après maintenant, messieurs, peut-être, que pensez-vous du tweet de Laurent Dupin? Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Est-ce que vous comprenez son tweet? Est-ce que vous trouvez que son tweet est peut-être complètement hors sujet? Non, il est pas hors sujet son tweet. Faut bien se rendre compte des choses. Hein. Il est cohérent. Il est cohérent. Hein. Alors après, il insinue peut-être, ou peut-être qu'il suit plus de ça, que le fait que la concurrence s'est quand même pas mal rapprochée. Voilà. Bah, après 4 ans de même réglementation, c'est normal. Après tout. Si c'était l'inverse qui se serait passé, on- Ça aurait été un peu grave pour les équipes, quoi. Qu'elles c'est ça. comprennent pas la voiture ou la réglementation. C'est ça. Valky, toi, t'en penses quoi de ce tweet de Laurent Dupin? Ben, il est assez véridique en soi. Certes, l'analyse est peut-être faussée parce qu'en 2019, c'était une autre génération de voitures, mais l'analyse n'est pas complètement fausse. Ouais, mais moi, vous savez, ce qui me dérange le plus dans le tweet de Laurent Dupin, c'est que euh, la première chose peut-être sur laquelle moi je serais d'accord sur son tweet, c'est de dire que le GP du Japon n'était pas formidable. Là-dessus, on est tous d'accord pour le dire. Ah bah c'était Mais ce que j'aime, d'autolente, hein, mais moi, honnêtement. là où je suis pas d'accord, c'est la justification qu'il y a après. Parce qu'il dit, ok, c'est pas formidable, mais notez quand même qu'il y a eu un peu de spectacle. Non, il s'est rien passé. Et le C'était problème, ronflant. c'est que ça risque d'être comme ça sur toute la saison parce que
Ok, on est d'accord. On peut, j'allais pas dire, on peut manipuler les chiffres comme on veut, mais on peut leur faire dire ce qu'on veut. Effectivement, c'est vrai. Je lui donne pas tort, les chiffres le disent. Les 3 premiers étaient bien regroupés en 2 secondes à l'arrivée. Ça, c'est vrai. En 2 Mais secondes et demie à l'arrivée. Il y mais les avait bien, chiffres sont là. on est, 13 des pilotes ont fini à la position. voilà, on est d'accord qu'il y avait bien 19 pilotes dans le même tour sans la moindre safety car. C'est vrai que l'année dernière, il était peut-être que 9 et qu'en 2009, il était peut-être que 5. Je peux pas lui, là-dessus, c'est du factuel, ce sont des chiffres. Mais, un chiffre qu'il a oublié de noter, c'est que, après, il a dit aussi que, à des gens qui lui rétorquaient que les voitures n'avaient pas attaqué, c'est là qu'il a dit que Hadjar et Antonelli avaient dit que de toute manière les pneus durs pouvaient faire toute la course et donc ils ont attaqué au maximum sur les pneus. C'est d'ailleurs ce qui permet c'est ce qui permet en fait aussi que l'écart entre le meilleur tour de qualification et que le meilleur tour en course ne soit que, je dis bien que, de 4 secondes. Alors que sur certains circuits, il est beaucoup plus grand, évidemment. Mais, Et c'est là où on se rapproche de ta réflexion du début de débrief où ils auraient dû ramener une gamme un peu plus tendre. Ça aurait fait un petit peu plus de dégradation et peut-être il y aurait peut-être eu plus de risques. mais la question peut-être qu'oublie de poser Laurent Dupin, et avec tout le respect qu'on lui doit, parce que c'est lui qui est sur le terrain pour Canal+, c'est lui qui est tout ça, c'est que peut-être qu'on n'a pas la même notion du spectacle. Encore une fois, on en revient à la même chose. Qu'est-ce que spectacle en F1? Est-ce que le spectacle en F1, c'est quand une averse de pluie vient bouleverser une course, comme ça s'est passé en Australie, qu'on sache pas vraiment comment ça se passe, que tout le monde se sorte et que ce soit un peu le bazar? Est-ce que ce soit qu'il y ait des dépassements partout, que ce soit pour la première place ou pour les places derrière? Est-ce que c'est peut-être là où est la notion du spectacle. Ce que moi je peux interpréter dans son tweet, c'est entre guillemets satisfaites-vous de ce que vous avez en réalité. C'est vrai qu'une saison aussi serrée que 2025, on en aura peut-être plus jusqu'à très longtemps, puisqu'on va démarrer sur une nouvelle réglementation. C'est vrai. Mais est-ce que pour autant, on peut être satisfait du spectacle que les pilotes nous ont donné à Suzuka? Je ne le crois pas, en réalité. Pas du tout. Donc, d'un côté, en fait, je comprends son tweet, mais de l'autre, Je dis j'aimerais pas comme... il n'y a pas eu un non-spectacle parce qu'il y a quand même eu une course. On n'est pas sur du Spa 2021, mais c'était une course d'exhibition, on dirait. Ouais, mais moi, j'aimerais quand même rappeler à Laurent Dupin que certes, effectivement, les 3 premiers étaient regroupés en 2 secondes et demie sans safety car, c'est vrai. Que 19 pilotes étaient dans le même tour, ça c'est vrai. Mais regardons quand même les 3 voitures qui étaient regroupées en 2 secondes et demie. Ce sont les 3 meilleurs pilotes avec les 2 meilleurs matériels de la grille, en réalité. Voilà. Euh, il faut quand même pas oublier, c'est pour ça que j'aurais bien aimé que Laurent Dupin rappelle une statistique aussi, c'est que sur les 20 pilotes de la grille, il y en a 13 qui ont terminé à la même position qu'à laquelle ils ont démarré le Grand Prix. Dans le top 10 de la qualif et le top 10 de la course était le même, à l'exception que Isaac et Lewis ont inversé leur position. Ça, c'est dû au manque de bataille. On, S'il y avait eu on, plus de bataille, il y aurait eu plus de risques, et forcément, les positions auraient été différentes. on va surtout dire que ça a bougé en deuxième partie de classement, en réalité, au-delà du top 10, finalement. Alors, je vais quand même répondre à la question que je vous avais posée. Est-ce que le Japon va devenir un Monaco bis? Bah, peut-être finalement. Peut-être dans le sens où se doubler à Suzuka, c'est pas une tâche facile. Parce que le virage 1, c'est une zone de dépassement, mais il faut prendre quand même des risques. On l'a vu quand Hadjar a doublé Alexander Albon ou Carlosen, je sais plus l'un des deux, une des deux Williams. C'était chaud quand même. Euh, même à Spoon, on double pas. Dans le centre en terre, on double pas comme Alonso avait doublé Schumacher. Donc, Pour ça, il faudrait des voitures plus fines aussi.
C'est ça, on en revient toujours aux voitures. Mais Quand bon, on a des paquebots, c'est difficile aussi de dépasser. voilà, on voulait vous parler de ce tweet et vous le montrer et confronter le point de vue de Laurent Dupin avec notre point de vue. Euh, donc, euh, donc voilà. C'est un peu le, comment dire, c'est un peu compliqué ce genre de situation parce que lui-même il constate, je pense il en a aussi peut-être un petit peu marre d'avoir des grands prix franchement hyper lassants. Il en a vécu un paquet, mais il voudrait faire un constat des choses et peut-être se poser la question qu'est-ce que la F1 peut apporter pour casser en gros cette disette, tu vois, en tout cas je dirais pas cette disette, mais ces grands prix où c'est un- des moments de flottement total. Bah, je dis pas que ça c'est une solution, mais il faudrait peut-être se débarrasser du DRS et de ces dépassements artificiels. Ouais, mais dans ce cas, et tu m'excuseras de te dire, Valkyria, mais refais des. À la limite, il faut refaire des voitures comme ça se faisait à l'époque. C'est-à-dire qu'en gros, tu reviens à des F1 qui étaient avec une bonne boîte manuelle et tout, et puis là, tu y vas, quoi. Comme on dit, tu poses tes couilles et tu vas dépasser à la loyale. Bah, Mais après, malheureusement, ça se fera plus jamais, ce truc-là. C'est fini. Mm. après c'est aussi compliqué à réimaginer parce qu'en fait, ces pilotes, malheureusement, à part Nando, et encore, on est sur un Nando rouillé, personne n'a connu ce genre de voiture. Et il faudrait totalement réapprendre le pilotage, entre guillemets. C'est C'est bien là compliqué. le problème. C'est bien Il là leur faudrait des stages de pilotage, je dirais, pour caricaturer. c'est bien là le problème. Mm. Donc, Bon, Je dis pas écoutez, que mais c'était mieux avant et tout ça, mais parce que ça, parce que les grands prix chiants, il y en a toujours eu, alors, il y a eu des grands prix et même mais des, on est et il y a, on est sur des voitures qui sont des paquebots, hyper gros, hyper larges, et, et sur des pistes où c'est relativement, relativement ancienne, ça passe pas. Et en plus, comment veux-tu faire des dépassements avec des circuits urbains? Donc des rues préfaites. Mm. c'est un peu le truc. Ils veulent faire des courses urbaines. Ils poussent pour que chaque pays ait une course urbaine. Je dirais que, limite, dans 5 ans, la F1 sera que des courses urbaines. Et encore. Mais, et encore, ils veulent. Alors qu'en Afrique du Sud, et c'est une news qui est tombée aujourd'hui, mais en Afrique du Sud, on a Kialami, certes qui est grade 2, mais qui nécessiterait quoi 5 à 10 millions pour rénover le circuit et le faire passer grade 1. Et il veut faire quoi? Une course urbaine au Cap, près du stade de la Coupe du Monde 2010. Stop! Stop à ces courses urbaines aseptisées, artificielles, alors qu'il y a des circuits dans le pays qui existent. Alors, si vous voulez, on en reparlera la semaine prochaine de ce projet de Grand Prix au Cap. Je vous montrerai la carte du circuit qui est prévu, évidemment, et on parlera de l'intérêt d'un circuit urbain, sachant qu'en Afrique du Sud, nous avions Kialami, qui est grade 2 et qui nécessiterait simplement des travaux pour devenir grade 1. Mais ça, si vous voulez, on en reparle la semaine prochaine, messieurs. Préparez votre petit laïus dessus, on en reparle la semaine... Oula. Oui, non, c'est bon. J'ai voulu J'ai déjà aplatir... prédonné mon avis, mais oui, on pourrait en parler, voilà. J'ai, Mais j'ai, c'est ça moi, le problème. j'ai voulu aplatir mon micro, vous voyez. Bon, voilà. En tout cas, voilà ce qu'on pouvait vous dire sur le Grand Prix de Japon. Projetons-nous sur Bahreïn la semaine prochaine. Enfin, la semaine prochaine, pardon. C'est vendredi, samedi et dimanche de cette semaine. Comment vous voyez cette course à Bahreïn?
qui on se souvient de l'édition, je crois que c'était en 23 ou 22, qui avait vu cette magnifique bataille entre Verstappen et Leclerc. C'était en 23, je crois. Non, Non, 22. pas. Ou que Pas ça de Linkin. Ouais, Linkin, comment tu vois Bahreïn, toi, la semaine prochaine? Et ben à mon avis, je vais encore avoir quelques étincelles entre les McLaren. Ça, c'est pas étonnant. Je serais pas étonné de ça. Ce que j'attends maintenant, c'est aussi c'est de voir, comme tu l'as expliqué pour Alpine, est-ce que réellement ils vont avoir de la performance sur un circuit de pleine charge? Est-ce que Ferrari va être en mesure, avec leur package, pouvoir faire quelque chose? Parce que le but, quand même, il s'était donné quand même l'objectif de gagner le titre cette année, mais à mon avis, vu comment c'est parti, ça semble bien compromis. Et puis, ce que j'attends, et donc en tout cas pour l'instant, j'attends ça. Et puis de voir, après, du côté de, notamment plus Ocon, de trouver des solutions pour améliorer la As, parce que malheureusement, à l'heure actuelle, il subit plus qu'il en prend du plaisir, quoi. Mhm. Et toi, Valky? Ben, Bahreïn, ça a toujours été un circuit, entre guillemets, favorable à Ferrari, où elles ont toujours bien performé. Et on peut s'attendre, je pense, à un petit podium, au moins, de la part de Ferrari. N'importe quel pilote, que ce soit Leclerc ou Hamilton, tant qu'il y a une fait sur le podium, sur un circuit qui les arrange plutôt bien, ça m'irait. Après, oui, peut-être. Après le réveil d'Alpine, ça sera compliqué, je pense. Mais un petit point pour Gasly ou Douane, ça m'irait aussi. On, Pour on reprendre rap- ce qu'a dit Linkin. on rappelle qu'en plus de la F1, ce week-end, il y aura le MotoGP qui sera pas très loin, hein, ils seront juste à côté. Ils seront au Qatar. Et puis, il y aura la Formule Il y aura électrique. il y aura Rory Martin Exactement, il a été au Qatar. déclaré. En tout cas, il a été déclaré fit par les médecins pour monter sur sa moto vendredi à Losail. Faudra pas s'attendre à des miracles, Mm, mais s'il peut au moins faire un week-end sans chute, pour se réhabiliter, ce serait déjà pas mal. c'est ça. Et puis, il y aura aussi la Formule électrique qui sera à, Daytona. non, non, à Non, Miami. Miami. À Miami. Miami. Et Homestead, puis, Miami. et puis, il y aura le l'IndyCar qui sera à Long Beach aussi ce week-end, dimanche soir, qui clôturera le week-end de Sport Meca. Et puis, il y aura aussi pour ceux qui suivent en moto le Superbike, le World Superbike, qui seront à Assen, aux Pays-Bas ce week-end. Espérons qu'au moins pour IndyCar, la course sera meilleure au Thermal Club, parce que bon, Je, 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 c'était je, pas fameux, hein. je Déjà connais ton, que je connais ton avis tranché sur le Thermal Club. Je t'avoue que j'ai pas revu la course en replay, donc je sais pas vraiment ce qui s'est passé. Mais il voilà, s'est rien passé. Il s'est rien je passé. compatis dans ta douleur. Mais voilà, en tout cas, on aura un beau week-end de Sport Meca. Et puis, sachez que la semaine prochaine, le week-end prochain, ce sera les 6 heures d'Imola, le week-end prochain, en Et un peu white. en plus, vendredi, on aura un meeting. Bon, on en peut-être reparlera mardi prochain, mais il y aura un meeting pour les moteurs 2026. Exactement, on saura la semaine prochaine si on aura des V10 ou pas. Mais bon, ça, ce sera à suivre. Bon, écoutez, c'est ainsi que s'achève donc notre débrief du Grand Prix du Japon. On se retrouve donc mardi prochain, 21h, D'ailleurs, on sur n'a pas cette... dit une note pour le Grand Prix. Ah bah alors, mettez votre note, pardon, excusez-moi, c'est vrai que j'oublie l'essentiel. Votre note, messieurs, en commençant par Valky, puisque c'est lui qui nous l'a rappelé. 10. Mhm. Et toi, 10 sur Linky? 20, tu notes, tu dis 10 sur 20? On 10 sur note 20, ouais. on note sur 20, évidemment. Linkin? Je vais être violent, hein. 3. Wow, 3 sur 20. Bon, écoutez, je vais essayer de faire une moyenne un peu convenable. Donc, Et ça encore fait 10, je suis ultra généreux.
J'avoue, 10, oh je là. suis ultra généreux. Vous me facilitez pas la tâche, les gars, parce que si je voudrais faire une moyenne à 10, il faut que je mette 13 sur 20, mais ça mérite clairement pas 13 sur 20. Allez, je vais mettre 7, parce que ça va faire une moyenne à 8,6 ou 8,3. Ouais. Je sais même pas la note, on connaît même pas la note Canal. Je t'avoue que j'ai pas regardé. Et Atlantis met 11, donc on est à 10 plus 7 plus 3, ça fait 20, plus 11, ça fait 31. Ouais, ça fait à peine 8, ça fait 7,8 de moyenne. Mais bon, vraiment, c'est ce que ça mérite. Bon. En tout cas, rendez-vous mardi prochain pour le débrief du Grand Prix du Bahreïn. Départ, on le rappelle, de la course à 17h dimanche. Qualif à 18h. Il y aura aussi de la F2 et de la F3. On retrouvera nos petits Français. On retrouvera Victor Martins. On retrouvera Sami Meguetounif en Formule 2. On retrouvera Théophile Alessandro Giusti en F3. On espère que ça se passe mieux parce que les F2, j'espère qu'elles vont bien avoir leurs 2 courses ce week-end. Normalement, oui. Parce que souvenez-vous qu'elle en avait eu qu'un. Bahreïn, c'est toujours et globalement, Bahreïn, c'est toujours une course très cool, que ce soit F2 ou F1. C'est vrai, la météo sur le circuit de Sakir, qu'est-ce qui est prévu? On va juste terminer avec ça. Oui, De toute ça, on a façon, bien eu la pluie, donc bon. Ici, hivernaux, on a bien eu de la pluie à Bahreïn. Alors, là non. Au Bahreïn, ils annoncent du soleil tout le week-end, 24 degrés le matin, 30 degrés l'après-midi et 25 degrés en soirée pour le Grand Prix. Donc, voilà. Voilà, 25 degrés en soirée pour le Grand Prix. Donc, voilà. 15 km/h de vent, mais 63% d'humidité. Donc, voilà. Et ben c'est fini, du coup, finalement. Donc, on se retrouve mardi prochain, tout le monde? ça marche. Je rappelle que vous pouvez nous Ah, retrouver sur et j'ai un autre canal. Combien? 10-6. Ah! Bon, ben, on est moins généreux que la note. Pardon, Laurent Dupin. On se retrouve donc la semaine prochaine. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux. Je vous rappelle que dès demain, vous pourrez retrouver le replay de cette émission sur YouTube. Vous pouvez venir nous rejoindre sur notre serveur Discord. Vous pouvez vous abonner à notre Instagram, nous follow sur Twitch et sur X, ex-Twitter. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée, soirée, peu importe où est-ce que vous regarderez ce débrief. À la semaine prochaine, messieurs. À mardi prochain. Portez-vous bien et surtout, Et bon GP de Bahreïn. prenez bien soin de vous, c'est le plus important. Salut à tous! Ciao.